Bonsoir tout le monde, bienvenue. Bonsoir Daniel Bonsoir. Pénac. Merci à la librairie Renaud-Bré, merci à Gallimard de nous permettre de passer un beau 30 minutes en compagnie de Daniel Pénac pour parler de son livre Journal d'un corps. Je vous rappelle que ce sera suivi d'une séance de signature. Alors, j'ai plein de belles questions, comme quelle est la partie préférée de votre corps? Non, quand même pas. Quand même pas. En fait, je trouve ça presque... Non, je suis ravie qu'on parle de ce livre-là que j'ai beaucoup aimé, mais j'aurais presque eu envie de commencer par Chagrin d'école. Vous savez que vous débarquez dans un contexte ici au Québec où on est en pleine crise politique causée par un conflit étudiant. Ça fait quand même 5 ans que vous avez écrit Chagrin d'école. Si vous aviez un chapitre à ajouter ou une petite partie à ajouter au livre, qu'est-ce que ces 5 dernières années vous pousseraient à écrire sur l'éducation? Sur l'éducation, je ne sais pas si on a les... Enfin, je crois qu'on a à peu près hein, les mêmes problèmes chez nous et chez vous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le politique raisonne en matière d'éducation en termes de coût, Oui. de ce que ça coûte. Et alors j'ai toujours envie de dire, si vous trouvez que l'éducation coûte trop cher, essayez l'ignorance. Là, vous allez comprendre votre douleur. Ouais. L'ignorance, et or on y est, hein, on y est, c'est-à-dire que dès qu'on cesse de privilégier en termes budgétaires l'éducation, on fabrique de l'ignorance. Et l'ignorance, même pas à long terme, à moyen terme, une génération coûte extraordinairement cher à la société, extraordinairement cher. Donc il est prudent de faire des économies ailleurs et de privilégier l'éducation. Mais ça, c'est sans donner de leçons à personne. Ah ouais. Je dis ça comme je dirais en France. Bon, on y reviendra peut-être. On va parler de Journal d'un corps, qui est très atypique dans ce que vous avez écrit. Vous le qualifieriez de comment? Où s'inscrit-il? Est-ce que c'est le début de quelque chose? Est-ce que c'est un ovni dans votre parcours? Non, mais depuis les Malocènes, je n'ai fait que des choses particulières, en fait. Ouais. Et celui-ci peut vous paraître original, mais en réalité, j'y pense depuis 30 ans, parce que je suis lent. Alors, la première version j'avais faite en 80, j'avais écrit 350 pages que j'ai brûlées, détruites. Littéralement, oui. Détruites. Pas garder des choses qu'on trouve mauvaises. Et ensuite, j'ai recommencé avec ce thème du corps dans Monsieur Malocène, justement, où le thème central du roman est un film unique qui est réalisé par un réalisateur qui met un enfant au monde, enfin sa femme et lui mettent un enfant au monde, pour le filmer un peu tous les jours, dans l'espoir de filmer une vie entière. Documenter sa vie. Ce qui, par parenthèse, est un projet assez pervers, parce que si des parents s'amusent à faire ça, ça suppose qu'ils ont l'intention de mourir avant le sujet. Oui. Ce qui n'est pas très net du point de vue de l'affection parentale. Oui. Mais ça marche, ça ne m'a pas satisfait non plus. Et j'ai trouvé le principe du journal, il y a 5 ans, en cuisant une truite. Bien sûr. Hein, Elle était bonne? dans un barbecue, Oui. à l'extérieur de la maison, dans le Vercors, entre 4 cailloux. Et je me suis dit, mais voilà, il faut que j'écrive le journal d'un corps. C'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire c'est aller au plus simple. J'avais c'est des trucs alambiqués, le cinéma, tout ça. Tandis que là, journal d'un corps, c'était simple. Ça faisait 30 ans que je trimballais le sujet, voilà. Mais étiez-vous trop jeune il y a 30 ans? Ah oui, alors j'ai laissé vieillir l'objet aussi, Oui, oui. pour avoir du matériau. Oui, parce que... Quoi, ça vous donnait quoi? 25 ans par là? 25, 30? Il y a 30 32? ans, non, il y a 30 ans, j'avais 37 ans. Ah oui, c'est ça, vous étiez trop jeune. Oui, j'étais encore un peu trop jeune. Ouais. Maintenant, ça commence à... Mais c'est quand même curieux parce que, donc, c'est un corps, tout passe par le corps, tout est ressenti par le corps. Donc, vous en parlez beaucoup de l'extérieur, de l'intérieur. Et pourtant, on est dans une époque qui montre, qui exhibe, qui sacralise le corps, qui en fait vraiment un objet très couru. Or, vous laissez entendre, dans toutes les entrevues que j'ai lues, et même votre personnage le dit, c'est un sujet tabou. Oui, c'est-à-dire que le corps, on l'expose. Oui. On le dénude, on l'offre à la pub pour vendre des voitures, le body art le décortique,
Le cinéma porno en fait une représentation amoureusement médico-légale. C'est bien dit. Sans affect. Oui. La médecine en fait une représentation interne, microscopique. Bref, il est absolument exposé et dans l'absolu et dans l'infiniment petit. Ouais. Et pourtant, la relation qu'en tout cas en Europe, en tout cas en France, on entretient avec lui, les propos qu'on peut tenir sur notre corps ne sont jamais des propos intimes sur les rapports que nous entretenons avec notre intimité corporelle. Mais c'est quoi cette peur actuelle? Parce que, on le disait tantôt, donc, la pornographie, le corps est donné à voir. Comment se fait-il qu'on en ait si peur aujourd'hui? Mais il n'est pas... De celui qui est donné à voir, on n'en a pas peur. C'est tout simplement devenu un objet de consommation. On vend tout. Ouais. Le truc, c'est qu'on vend tout. Tout est à vendre. Bon, donc, l'image du corps est à vendre, le corps est à vendre dans le cinéma porno, etc. Mais tout ça n'a que très peu de rapport avec l'être. Or, là, on est dans l'avoir, avec les belles filles qu'on met à poil pour vendre des bagnoles, c'est de l'avoir. Tandis que cette relation que nous entretenons avec l'évolution de notre corps à nous, privé, personnel, on est dans de l'être physique, ouais. Mais de l'être. C'est pas de la possession, c'est la vie même. Ça évolue, ça meurt discrètement en nous, ça nous fait des surprises, ça entretient avec notre esprit. Nous entretenons avec notre corps des relations secrètes tellement vivantes, tellement profondes, tellement belles. Voilà, c'est ça que j'ai voulu décrire. Ce qui m'intrigue beaucoup, c'est la manière dont vous y êtes pris pour écrire ce livre-là. Est-ce que c'est chronologique, suivant l'âge? Donc, le journal commence à 12 ans environ, le personnage a 12 ans, jusqu'à sa mort. Est-ce que c'est chronologique? Est-ce que vous y êtes allé selon un lexique, en prenant toutes les maladies ou toutes les parties du corps, en se disant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire sur le pied? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire sur, je ne sais pas, les hémorroïdes, puisqu'il en est question? Ou vous y êtes allé à travers des expériences qu'on peut vivre à travers son corps à différents âges de la vie. Vraiment très curieuse de savoir comment vous... D'autant que vous me dites qu'il y a 30 ans, vous avez fait un premier essai. Alors, Marie-France, vous voulez que je vous emmène à la cuisine? Bien, il y a été question de truite, alors c'est la moindre des choses. Alors, à la cuisine. Donc, je cuisinais cette truite. Oui. Avec un ami, médecin qui était déjà le médecin des Malocènes. Un copain à qui je pose des... Quand j'approche le domaine médical, je lui dis est-ce que tu penses telle maladie, est-ce que je peux la décrire comme ça Et qui me donnait donc déjà des conseils à l'époque des Malocènes. Et je lui dis tu sais, je voudrais raconter le journal d'un corps. C'est un type qui tient le journal des surprises que lui fait son corps de l'âge de 12 ans et 9 mois, à l'âge de 87 ans. Date de sa mort, que d'ailleurs il décrira également, parce que c'est une agonie assez lente. Tant qu'il a des forces, il peut le faire. Et ça me faisait une existence avec, au fond, les trois grands âges, quoi, l'enfance, la préadolescence, l'adolescence, etc. Ensuite, la maturité où le corps fait semblant de ne pas se manifester, alors qu'il se manifeste, bien entendu. Puis ensuite, la vieillesse. Et donc, j'avais mes trois âges. Et évidemment, ces trois âges, je les ai vécus. Hein. J'entre dans le troisième, quoi. Et puis, j'ai des amis. J'ai vu mourir de vieux amis, ou mon père, mon frère. Enfin, j'ai vu passer, j'en ai vu naître. Et tout ça, c'est physique, c'est des relations physiques. Quand vous avez des gens qui mouraient autour de vous... il faut s'en occuper. Donc on les touche, on est là, quoi. Il faut être là physiquement. Ah, ça, je vous le dis, hein, si vous avez des gens qui meurent autour de vous, touchez-les. C'est le moment. Surtout si vous ne les avez pas touchés le reste de votre vie. C'est le moment. C'est le moment où on a vraiment besoin de contact, etc. Donc j'avais tout ça en mémoire. Je savais que j'allais traiter ce genre de choses. De tous les âges, oui. Et ensuite, alors, ensuite, les organes. Alors, je fais des listes d'organes. Ensuite, les pathologies.
liste de maladies. Et puis, au gré des envies, traiter tel sujet, l'opération d'un polype qu'on arrache du nez, par exemple, que j'aime beaucoup, c'est un passage que... C'est délicieux. Passage délicieux. Ou le dépucelage du personnage qui doit beaucoup à votre pays, d'ailleurs. Oui, en effet, il y a une Québécoise qui s'appelle Suzanne. Oui, qui est très qui bien, a une participation très active. C'est vrai. Et ainsi de suite. Donc, il y avait comme ça beaucoup de sujets que j'ai traités vraiment au gré des envies. Et puis, une fois que j'ai eu une masse de pages données, je me suis dit, je ne peux pas me contenter de faire une accumulation de descriptions. Il faut absolument que le livre ait une vitalité propre, que ce soit réellement une vie, une existence. Et pour créer cette vitalité, le personnage avait une généalogie. Il a fait des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Lui-même est le fils de son père, etc. Et je me suis dit, je vais reprendre tout ça, raconter la vie de ce personnage réellement à travers son corps et les gens qui sont autour de lui. C'est très curieux parce que ça donne une histoire. On referme le livre et on se dit, mais on vient de se faire raconter une histoire alors qu'il n'y a pas d'histoire. Oui. Vous prenez Oui. un soin immense à ne pas... Alors, toutes les dates sont là, le jour, l'année, et les événements du monde extérieur n'arrivent pas. J'ai cherché, par exemple, septembre 2001. Non, il n'y a pas d'entrée en septembre 2001. Je pense que ça arrive en octobre et jamais il est question des événements qui ont quand même marqué l'Occident. Comment c'était de faire très attention, de ne pas laisser intervenir l'histoire dans l'histoire du corps? Oui, parce que ce n'est pas un journal intime. Il n'écrit pas son journal. C'est ça, on est loin de la psychologie, Bien jamais. sûr, il écrit le journal de son corps. Il a d'ailleurs beaucoup de prévention contre les journaux intimes. Il n'aime pas le genre du journal intime. Il trouve que se laisser aller à son émotion comme ça. Et c'est vrai d'ailleurs, moi j'ai essayé à 18 ans de tenir un journal intime, mais au bout de 6 mois, j'étais terrassé par le grotesque de l'opération. Parce que dans le journal intime, on noircit les trucs, on se met en valeur, ou alors on se trouve abominable, alors qu'on n'est que moyen, n'est-ce pas? On dramatise, bon. Donc, c'est-à-dire que dans un journal intime, les 3/4 du temps, ce qu'on écrit procède d'une émotion. Et puis, alors l'émotion engendre un pseudo-raisonnement. Et puis finalement, 3 ou 4 jours plus tard, on ne se rappelle plus de l'émotion. Donc le pseudo-raisonnement n'a plus tellement de sens non plus. Et les journaux intimes me frappent toujours par leur manque de sens. Enfin, pas en général, mais il y en a qui en ont. Et tandis que là, c'est le journal du corps. Et quand je vous écoute, je me dis que ce qui vous a frappé, c'est que, voilà, c'est un roman, sauf que c'est un roman dont les proportions sont inversées. C'est-à-dire que dans un roman traditionnel, vous avez de la psychologie, de l'affect, du politique, sociologique, de l'économie, etc., etc. Et puis, un peu de corps qui apparaît comme des petits récifs parce que le personnage est blessé, ou parce qu'il fait l'amour, ou parce qu'il est malade. Bon, il y a un petit peu de corps, comme ça. Là, c'est exactement l'inverse. La proportion est exactement l'inverse. Il n'y a que du corps, mais le réel autour transperce de temps en temps. La résistance, un peu mai 68, certaines causes politiques. On ne sait pas très bien, mais c'est un militant, ce personnage. Il milite, et apparemment, il milite solidement. Oui, mais c'est très loin que ça transparaît, c'est comme des bulles. Alors, c'est en filigrane. De même, ses relations, ses rapports avec sa femme. À un moment donné, il dit, du point de vue du corps, tout est absolument limpide. C'est un amour merveilleux, une entente physique parfaite. C'est une bonne animalité ensemble. Et puis à un moment donné, il écrit à sa fille, il dit, mais si j'avais tenu un journal intime, peut-être qu'on aurait une lecture tout à fait différente des relations familiales. Donc si ce même personnage devait demain écrire son journal intime, ça ne serait peut-être pas aussi idyllique que ça, différent. Qu'est-ce qui était le plus difficile et qu'est-ce qui était le plus jouissif à écrire? Le plus difficile, c'est les relations entre le deuil et le corps. C'est-à-dire que lorsque nous perdons un être cher, mais vraiment cher, quelqu'un qui nous était consubstantiel, pendant un certain temps, notre corps est détruit, mais vraiment détruit. Plus exactement, l'esprit l'abandonne. Dans un deuil
un deuil profond, nous abandonnons notre corps à lui-même. Et il peut lui arriver les pires choses. On risque de se faire on devient complètement distrait, se faire écraser. Bon. Ça, bon, par exemple, il y a des passages là-dessus, sur le corps en deuil. Ceux-là ont été extrêmement pénibles à écrire parce que simplement ils me rappelaient des souvenirs très tristes. Maintenant, les personnages, les passages les plus délicieux, c'est la rencontre avec Suzanne, par exemple. La Québécoise, c'est charmant. Oui, on sent que vous avez eu beaucoup de plaisir. Ben oui. Ben oui. Bah, quand on rencontre un être aussi exceptionnel, on aurait tort de changer de trottoir. Mais là, le personnage féminin là est une jeune dame québécoise qui a fait la résistance en France et qui est démineuse. Et le personnage est puceau. Je trouvais que c'était bien de le faire dépuceler par une démineuse. Oui. Je trouve que il fallait... il y a quelques éléments autobiographiques dans ce livre. Je ne vais pas les dévoiler, sinon ça deviendrait un journal intime. Or, c'est le journal d'un corps. Mais bon, un jour très lointain de mes 23 ans, 1er décembre, je débarque chez mon ami Fanchon, qui est ma frangine, toujours, et on dîne. Il y a une maison, il y avait plein d'étudiants, d'artistes, tout ça, ça se baladait, etc. Et l'information au cours de ce dîner fuse que c'est le jour de mon anniversaire. Je ne l'avais même pas dit moi. Mais Fanchon dit « Ah, mais dis non, mais c'est ton anniversaire aujourd'hui. Ouais, bon anniversaire, très bien. » Très bien, non, on va se coucher. Et au milieu de la nuit, quelqu'un pénètre dans mon lit, quelqu'un d'absolument féminin. Il faisait noir, je n'ai pas pu vraiment juger, il faisait noir. Il m'a dit, j'ai entendu dire que c'était ton anniversaire, je pense que je ferai un cadeau présentable. Voilà, donc ça ne m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie. Du coup, inoubliable. Et l'accent était comment? On n'a pas tellement parlé. Hein. D'accord. J'ai essayé, hein, ça. Comment voyez-vous le monde quand vous écriviez ce livre-là? Est-ce que vous preniez vraiment soin de le garder à distance, de ne pas le faire intervenir? Moi, je vous reviens avec cette question-là, mais c'est... Ah ben, ça m'a servi à ça. Écoutez, ce bouquin m'a servi à ça. Je l'ai mis 5 ans à l'écrire. 5 ans, c'était 5 ans de la magistrature Sarkozy. Ça m'a permis de maintenir Sarkozy à distance pendant 5 ans. J'en reviens pas. 5 ans, pas de Sarkozy. Non, mais s'il n'avait pas abrogé le septennat, si ça avait duré 7 ans, je l'aurais écrit pendant 7 ans. Donc, de ce point de vue, ça a été une thérapie politique. Mais vous formidable. avez vraiment réussi à garder le monde à distance. Cet aspect-là du monde, oui. Maintenant, ça y est, je respire un peu mieux. Voilà, vous revenez. Oui, vous êtes content? La France vous convient mieux comme elle est? Tout à fait, elle est beaucoup moins vulgaire. Bon. Elle est plus calme. Oui. Ça va peut-être pas durer, mais c'est calme. Quel est le lien entre ce livre-là et vos autres? Parce qu'il y en a, forcément. C'est l'écriture, finalement. Peu importe le sujet, finalement. Quand on entretient une relation un peu vitale avec l'écriture, c'est quand l'écriture est votre élément, comme l'oxygène ou comme l'air, l'eau, comme si on nageait sous l'eau. C'est l'écriture, le lien entre tous. Pourquoi écrivez-vous aujourd'hui? Parce que c'est ma... Là, précisément en ce moment, pour les enfants, tiens. Voilà, je suis en train de faire un livre pour les enfants. Mais autrement, c'est comme un appétit, quoi. Quand on en finit un, on se dit, ah, ça y est, vacances, c'est fini. On est content. On l'envoie, je l'envoie à mon ami Rolf. Je lui dis, tiens, j'ai fini. Alors je me dis, je suis en vacances. Et puis au bout de 3 semaines, je m'aperçois que j'ai un creux. Je me remets à avoir faim. Je ne sais pas comment vous dire. C'est ça, quoi. C'est du désir, l'écriture. Alors on y retourne. Qui est toujours intact, qui est là depuis le début. Intact et problématique, parce qu'à chaque fois qu'on recommence, on se dit « Oh, cette fois-ci, j'y arriverai pas. D'ailleurs, les autres étaient nuls. »
Journal d'un corps, par exemple, pour ne parler, ça c'est sans intérêt. Il y a ça aussi. Est-ce qu'un énorme succès comme Chagrin d'école est inhibant? Non. Non, parce qu'il y a dans le succès de Chagrin d'école, il y a une part artificielle. C'est le prix Renaudot. Le prix Renaudot, c'est un coefficient. Je ne sais pas, vous avez vendu... Oui, oui, je comprends, Vous avez vendu 200 000 exemplaires du bouquin, et puis prix Renaudot. Alors, coefficient 3 ou 4 ou 5, tout ça, c'est indépendant de votre volonté. Les gens, d'ailleurs, très souvent, quand ils lisent des prix, sont incapables de dire le nom de l'auteur. T'as lu le dernier Goncourt? Oui, oui. Oui. Le dernier Renaudot? Oui. Alors soi-même, moi, je ne me rappelle plus qui a écrit Chagrin d'école. C'était le Renaudot. Non, mais cela dit, c'est un livre qui a vraiment touché, qui parlait de quelque chose qui est très présent chez vous, qui est très présent ici. Ça a touché vraiment une fibre particulière. C'est-à-dire que ça parlait, le Chagrin d'école, tous mes livres, en écrivant ça, je disais, ça parle de la peur. Ouais. Moi, au fond, ma passion, c'est la peur. C'est la passion de ma vie. C'est à l'origine de toutes les catastrophes. Toutes les catastrophes. Les meurtres, les échecs scolaires, la peur, les inhibitions suscitées par la peur, la méconnaissance de l'autre, la méconnaissance des étrangers. Et le livre que vous écrivez en ce moment pour les enfants, c'est pareil, c'est pareil. C'est l'histoire d'un gros ours et d'une petite souris qui sont copains. Et personne ne trouve cette amitié normale. Les ours n'ont pas à fréquenter les souris. Bien sûr. Et donc il faut avoir peur des souris quand on est un ours, et il faut avoir peur des ours quand on est une souris. Les Malocènes, comment vont-ils? Ben, ils sont de temps en temps tentants. Oui, j'espère. Mais je ne sais pas si j'en écrirai encore un. Mais non, mais vous rigolez. Quand j'ai écrit Les Malocènes, j'étais plein de... D'abord, j'avais inventé une écriture que je ne possède plus. Il faudrait la réinventer, il faudrait la retrouver. En plus de ça, vous savez, maintenant vous dites, mais à l'époque, au 4e, on disait, ouais, il se répète. C'est comme Woody Allen, c'est comme les films de Woody Allen. Woody Allen est coincé toujours entre deux termes d'une alternative. On dit, ou il se répète, ou je préfère ce qu'il faisait avant. Donc de toute façon, il est coincé. Alors avec Les Malocènes, au bout du compte, c'était ça, c'était ou il se répète, ou je préfère... Il n'y avait plus la pureté des premiers, les conneries, c'est idiot. Parce si on écrit que... Le sujet est tellement secondaire. Hein. Malocène ou autre chose, ça n'a pas une grande importance en fait. J'aurais pu en effet écrire des Malocènes toute ma vie. Qu'est-ce que ça prendrait pour que la tentation soit si forte que vous ne puissiez pas résister? J'ai rêvé d'un début de Malocène. Ah ouais? J'ai rêvé. J'ai rêvé. Malocène était dans le Vercors avec Julie et il s'était débarrassé de toute la famille. Déjà, c'est un bon début. Le paradis. Sauf que comme ils ont le sens des emmerdements, Julie profitait de ce moment de tranquillité pour écrire un livre sur le Vercors. C'est une source d'ennui infini parce que le Vercors a été trahi. Le maquis du Vercors a été trahi. Il ne faut surtout pas dire par les gaullistes, mais il a été trahi. À un moment donné, il a été abandonné. Alors Julie écrit l'histoire de cette trahison et évidemment les ennuis commencent parce qu'il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Et pendant ce temps, à Paris, un homme d'affaires est enlevé le jour où il allait toucher un chèque de licenciement d'un grand nombre de millions d'euros pour avoir lui-même coulé une douzaine d'entreprises et 200 ou 300 000, il avait mis 200 ou 300 000 personnes au chômage. Très fier de lui, il va toucher ce chèque. Et il est enlevé sur le chemin. Si vous voulez mon avis, c'est pas un rêve, c'est un plan de livre. Ça ressemble et c'est très tentant. Daniel Pénac, merci beaucoup pour votre générosité, pour votre temps. C'était un grand bonheur. Merci. Merci à vous.
Un livre vraiment formidable et on sait donc qu'il y a un plan pour un prochain Malocène. Alors, nous sommes très patients. Vous êtes lents, mais nous sommes très patients. Alors, on attendra. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci à vous.